Le parcours de Michaela Coel a débuté à un tournant qui allait définir non seulement sa carrière, mais aussi la trajectoire de la propriété créative au sein de l'industrie télévisuelle. Dès ses débuts, elle s'est trouvée confrontée à une demande que de nombreux créateurs auraient acceptée sans hésitation, celle de céder les droits sur sa propre histoire. Il ne s'agissait pas d'une simple formalité contractuelle. C'était un moment charnière qui remettait en question son contrôle sur le récit qu'elle avait minutieusement élaboré, une épreuve pour sa détermination à préserver l'authenticité et l'intégrité de sa voix dans un environnement qui la réduisait souvent au silence ou la marchandisait. La pression est arrivée rapidement et avec un poids indéniable. Écrivaine et actrice en devenir, Coel avait investi ses expériences, ses vérités et sa vision dans un projet profondément personnel. C'était une exploration brute et sans filtre de thèmes souvent relégués aux marges. L'identité, le traumatisme et la complexité de la navigation dans un monde marqué par des inégalités systémiques. Se voir demander de céder les droits sur cette œuvre revenait à affronter la dure réalité d'une industrie qui privilégiait souvent la propriété à l'originalité, le contrôle à la créativité. L'essence même de son histoire. Les nuances, les émotions, les réalités vécues au risque d'être diluées ou remodelées par des forces indépendantes de sa volonté. Ce moment était emblématique d'un combat plus vaste auquel sont confrontés de nombreux créateurs, notamment les femmes de couleur, dont les voix ont toujours été marginalisées ou récupérées. L'industrie télévisuelle, avec ses hiérarchies et ses gardiens bien ancrés, exigeait souvent que ceux qui osaient raconter leurs propres histoires se conforment à ces règles, qui privilégiaient le profit et la commercialisation à l'authenticité. Pour Coel, la demande de cession des droits n'était pas une simple négociation commerciale. C'était une confrontation avec un système qui cherchait à diminuer son pouvoir d'action et à redéfinir son récit selon ses propres termes. Pourtant, plutôt que de céder, Coel a perçu un profond défi. Elle a compris que garder le contrôle de son travail était non seulement essentiel à sa liberté créative, mais aussi crucial pour que des histoires comme la sienne puissent être racontées avec l'honnêteté et la complexité qu'elles méritaient. Cette prise de conscience a renforcé son engagement à protéger son récit, à résister aux courants qui menaçaient d'éroder sa voix. C'était une décision ancrée dans le courage et la clarté, un refus de laisser son histoire être marchandisée ou aseptisée au profit d'idées préconçues de ce qui était acceptable ou rentable. La demande de l'industrie s'inscrivait dans une tradition où les créateurs, souvent considérés comme de simples contributeurs plutôt que comme des propriétaires, étaient censés céder leurs droits comme condition préalable à la production et à la distribution. Cette dynamique était particulièrement marquée pour les femmes racisées, dont les histoires avaient longtemps été sous-estimées ou remodelées pour correspondre aux récits culturels dominants. L'expérience de Coel a mis en lumière les barrières systémiques qui persistaient en coulisses, des barrières qui limitaient non seulement le droit de raconter des histoires, mais aussi celui de les contrôler. Face à cela, la prise de position de Coel constituait un acte à la fois personnel et politique. Elle remettait en cause le statu quo, remettant en question l'équité d'une industrie qui profitait des voix marginalisées tout en les privant du pouvoir de gouverner leur propre travail. Sa détermination à conserver la propriété de ses œuvres était une déclaration d'estime de soi et d'intégrité artistique, témoignant d'un refus d'être marginalisée ou réduite au silence. Elle soulignait l'importance pour les créateurs de pouvoir maîtriser leurs histoires, en particulier lorsque celles-ci étaient porteuses d'un vécu et d'une signification culturelle. Ce moment dans la carrière de Coel n'est pas survenu isolément. Il marquait l'aboutissement d'années passées à naviguer dans une industrie qui exigeait souvent compromis et conformité. Son parcours d'artiste, formé au théâtre et à l'écriture, a nourri sa conception du récit comme un acte de revendication et d'émancipation. L'obligation de vendre ses droits était plus qu'un obstacle contractuel. C'était une remise en cause de son identité de créatrice et de l'authenticité de sa voix. Refuser revenait à affirmer que son histoire, et par extension, celle de nombreux autres comme elle, méritait respect, protection et contrôle. L'expérience de Coel a éclairé un débat plus large sur la valeur de la propriété créative dans un secteur où les déséquilibres de pouvoir étaient profondément ancrés. Elle a soulevé des questions sur qui bénéficie du récit et qui porte le fardeau de ses vérités. Son refus de renoncer à ses droits est devenu un point central des discussions sur l'équité, la représentation et les structures qui régissent le travail créatif. Ce moment a résonné au-delà de son parcours personnel, touchant aux aspirations d'une génération de créateurs cherchant à reprendre le contrôle dans un paysage souvent impitoyable. Coel a compris le poids de cette décision. Elle comprenait les risques encourus, risquer de s'aliéner les acteurs clés de l'industrie, compromettre des opportunités et emprunter un chemin semé d'embûches. Pourtant, l'alternative, compromettre sa propriété et, par extension, l'intégrité de son travail, était un prix qu'elle refusait de payer. Cette décision marqua un tournant, qui allait définir sa trajectoire de pionnière refusant de se soumettre aux contraintes imposées. Dans ce creuset de défis et de choix, l'histoire de Coel est devenue emblématique d'un paradigme en mutation. Elle a illustré les tensions entre liberté créative et intérêts commerciaux, entre pouvoir individuel et contrôle systémique.
Sa décision de conserver ses droits a été non seulement une victoire personnelle, mais aussi un exemple pour d'autres confrontés à des combats similaires dans une industrie réfractaire au changement. Elle a souligné la possibilité de redéfinir les relations entre les créateurs et les structures qui régissaient traditionnellement leur travail. Les premières pressions auxquelles Coel a été confrontée ont été un microcosme des luttes plus vastes qui ont marqué l'industrie télévisuelle. Elles ont révélé comment la propriété était souvent utilisée comme un outil de pouvoir, dictant à qui les histoires étaient racontées et comment. En s'attaquant de front à ce problème, Coel a remis en question cette dynamique, affirmant que les créateurs méritaient plus qu'une place à la table des négociations. Ils méritaient les clés du récit lui-même. Son insistance à conserver les droits était une déclaration audacieuse sur la valeur de l'authenticité et l'importance de préserver les histoires qui façonnent la compréhension culturelle. Cette confrontation initiale a ouvert la voie aux batailles et aux avancées qui allaient suivre. Ce fut un moment décisif qui a cristallisé la vision de Coel pour son travail et sa place au sein de l'industrie. Son refus de vendre les droits de son histoire était un acte de défiance dont les répercussions allaient bien au-delà d'un simple contrat. Ce fut la genèse d'un mouvement vers une plus grande autonomie créative, un mouvement qui allait inciter d'autres à remettre en question et à résister aux barrières systémiques qui avaient longtemps limité les voix marginalisées. Sous les yeux de l'industrie, la position de Coel a mis en lumière la complexité de la navigation dans un espace où pouvoir et créativité se heurtent souvent. Son parcours a souligné la nécessité d'un engagement indéfectible envers sa vision face aux pressions du conformisme. Il a mis en lumière le courage nécessaire pour remettre en question les normes établies et la résilience nécessaire pour protéger le caractère sacré de son œuvre. Grâce à ce premier creuset, Micaela Coel s'est imposée non seulement comme une scénariste et une actrice talentueuse, mais aussi comme un symbole d'émancipation créative. Son expérience, face à la demande de vendre les droits de son histoire, a marqué le début d'un récit qui allait redéfinir le métier de créateur à la télévision. Un récit fondé sur la conviction que les histoires, surtout celles nées d'une vérité personnelle, appartiennent avant tout à leur narrateur. Sous la surface du combat personnel de Micaela Coel se cachait un système de pouvoir profondément ancré qui avait longtemps défini la relation de l'industrie télévisuelle avec ses créateurs. Dans ce monde, le contrôle était concentré entre les mains des dirigeants et des sociétés de production, souvent au détriment des voix mêmes qui donnaient naissance aux histoires chères au public. L'exigence faite à Coel de céder les droits sur son propre récit n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'une structure omniprésente qui privilégiait la propriété comme moyen de maintenir l'autorité et de maximiser les profits. Dans ce paysage, les créateurs, en particulier les femmes racisées, étaient souvent considérés comme des contributeurs plutôt que comme des propriétaires. Leurs idées et leurs expériences étaient précieuses, mais les mécanismes de contrôle garantissaient que l'autorité ultime appartenait à ceux qui détenaient le pouvoir contractuel. Ce déséquilibre était renforcé par les normes industrielles qui avaient évolué au fil des décennies, où les droits sur les scénarios, les personnages et la propriété intellectuelle étaient souvent cédés en échange d'un accès aux ressources et aux plateformes. Pour beaucoup, ce compromis était accepté comme un coup d'entrée inévitable. Pour Coel, il représentait une remise en cause des fondements mêmes de l'intégrité créative. La dynamique du pouvoir dans l'industrie télévisuelle s'exerçait à travers un réseau complexe de négociations, de contrats et de hiérarchies qui laissait peu de place à une propriété équitable. Les sociétés de production, les financiers et les distributeurs exerçaient une influence considérable, dictant les conditions de développement et de diffusion des histoires. Ce système était conçu pour atténuer les risques et maximiser le contrôle, souvent au détriment des voix nuancées qui animaient le contenu. Pour des créateurs comme Coel, naviguer sur ce terrain impliquait non seulement de se confronter à des obstacles juridiques et financiers, mais aussi à des pressions subtiles pour se conformer, diluer ou céder le contrôle au profit de la viabilité commerciale. Les femmes racisées, en particulier, ont été les plus touchées par cette dynamique. Leurs histoires, lorsqu'elles étaient racontées, étaient souvent filtrées à travers le prisme de la culture dominante, cherchant à aseptiser ou à stéréotyper, plutôt qu'à valoriser la complexité et l'authenticité. Les gardiens de l'industrie ont souvent imposé des conditions exigeant des créateurs qu'ils renoncent à leurs droits comme condition préalable à la production, réduisant ainsi au silence la possibilité d'une narration autonome. Cette pratique a perpétué un cycle où les voix marginalisées étaient à la fois exploitées et marginalisées, leurs contributions créatives occultées par des strates de propriété industrielle. La confrontation de Coel avec ces structures de pouvoir était emblématique d'un problème systémique plus vaste. Son refus de vendre ses droits n'était pas seulement un acte de défiance personnelle, mais une remise en cause des conventions établies de longue date dans l'industrie. Il a révélé les mécanismes par lesquels le talent créatif était souvent sous-estimé et contrôlé, et a souligné l'urgence d'un changement. En revendiquant son droit de propriété, Coel a remis en question l'équité et la pérennité d'un modèle industriel qui marchandisait la créativité sans reconnaissance ni rémunération équitable. Ce déséquilibre était encore aggravé par les réalités économiques de la production télévisuelle. Les coûts de développement et de distribution étaient élevés,
et les financiers cherchaient à sécuriser leurs investissements en détenant des droits de propriété intellectuelle. Si cette solution était logique dans un contexte capitaliste, elle aboutissait souvent à la marginalisation des créateurs une fois leurs projets entrés dans la sphère commerciale. La promesse de visibilité et de plateforme avait un prix élevé, l'abandon du contrôle sur les histoires elles-mêmes. Pour les créateurs marginalisés, déjà confrontés à des obstacles à l'entrée, ce compromis était particulièrement risqué, car il risquait d'effacer l'authenticité et la spécificité de leur récit. L'enracinement de ces rapports de force était renforcé par des pratiques sectorielles favorisant les acteurs établis et perpétuant le contrôle d'accès. Les accords étaient souvent négociés à huis clos, laissant peu de transparence et de marge de négociation aux créateurs sans influence significative. L'hypothèse selon laquelle les talents créatifs accepteraient des conditions standards, y compris la cession de droits, était largement répandue. Cela créait un environnement où ceux qui osaient s'opposer, comme Coel, étaient perçus comme des obstacles plutôt que comme des collaborateurs, ce qui compliquait leur progression. De plus, la sous-représentation historique des femmes racisées aux postes d'autorité au sein de l'industrie a aggravé ces difficultés. Avec peu de décideurs partageant leur point de vue ou leurs expériences, des créatrices comme Coel ont dû faire face à la double tâche de négocier leur travail tout en plaidant pour une reconnaissance et un respect systémique. Le déséquilibre des pouvoirs n'était pas seulement contractuel, mais culturel, ancré dans des préjugés et des pratiques d'exclusion profondément ancrées qui ont façonné les histoires racontées et leurs auteurs. Dans ce contexte, l'insistance de Coel à conserver la propriété constituait un acte radical qui bouleversait le statu quo. Elle remettait en question les normes implicites qui régissaient depuis longtemps les relations entre créateurs et industrie, révélant les inégalités ancrées dans le système. Sa position soulignait la nécessité de repenser cette dynamique afin de favoriser un environnement où les créateurs, en particulier ceux issus de milieux marginalisés, puissent conserver leur pouvoir sur leur œuvre. Il ne s'agissait pas simplement de droits individuels, mais de transformer une culture industrielle qui avait historiquement dévalorisé certaines voix. La résistance rencontrée par Coel était emblématique de la réticence générale de l'industrie à céder le contrôle. Les dirigeants et les producteurs, habitués à utiliser la propriété comme source de pouvoir, craignaient de créer des précédents susceptibles d'affaiblir leur autorité. L'idée que les créateurs qui exigeaient des droits étaient des collaborateurs difficiles ou risquaient ajoutait une complexité supplémentaire aux négociations. Cette dynamique soulignait la tension entre autonomie créative et intérêts commerciaux, une tension qui caractérisait la production télévisuelle depuis des décennies. Pourtant, la remise en question de ces normes par Coel a trouvé un écho auprès des créateurs comme du public. À mesure que les débats sur la représentation, l'équité et l'inclusion prenaient de l'ampleur, la question de savoir qui contrôlait les récits est devenue centrale. La reconnaissance du besoin des voix marginalisées non seulement d'être entendues, mais aussi de s'approprier leurs histoires a commencé à faire évoluer le discours. L'expérience de Coel a mis en lumière les changements structurels nécessaires à la concrétisation de cette vision, marquant une évolution des relations de pouvoir qui s'est étendue au-delà des contrats individuels et s'est étendue à l'architecture même de l'industrie. Cette prise de conscience croissante a également croisé des mouvements culturels plus larges œuvrant pour la justice sociale et l'équité, renforçant ainsi la nécessité de remédier aux déséquilibres systémiques dans la production médiatique. La demande de récits authentiques, des récits reflétant des expériences diverses et sans compromis, a poussé l'industrie à reconsidérer ses modèles de propriété et de contrôle. L'expérience de Coel dans ce contexte l'a positionnée à la fois comme participante et comme catalyseur de ces discussions transformatrices. Les rapports de force auxquels Coel a été confronté ne se résumaient pas à des obstacles juridiques ou financiers. Ils reflétaient les hiérarchies culturelles qui déterminaient quelles histoires comptaient et dans quelles conditions. En s'opposant à ces systèmes enracinés, elle a mis en lumière la fragilité d'une industrie qui s'appuyait sur le contrôle des récits plutôt que sur l'autonomisation des créateurs. Sa position suggérait que la véritable innovation et l'authenticité narrative nécessitaient une redistribution du pouvoir, une reconnaissance du fait que les créateurs doivent être des partenaires plutôt que des subordonnés dans le processus créatif. Alors que le paysage télévisuel était aux prises avec ces tensions, l'expérience de Coel a servi d'étude de cas sur les défis et les possibilités liées à l'évolution des structures de pouvoir. Elle a souligné la nécessité de nouveaux cadres respectant la propriété créative et favorisant une collaboration équitable. Son refus de se conformer aux attentes traditionnelles était une affirmation audacieuse. L'industrie ne pouvait plus ignorer la voix et les droits de ceux qui constituent son cœur créatif. Les structures de pouvoir profondément ancrées au sein de la télévision ont longtemps façonné les possibilités et les limites de la narration, en particulier pour les créateurs marginalisés. La confrontation de Michaela Coel à ces dynamiques a révélé les facettes d'une industrie qui masquait souvent ses inégalités derrière des pratiques familières. Son expérience a mis en lumière l'impérieuse nécessité de démanteler ces barrières et de repenser les relations entre les créateurs et les institutions qui donnent vie à leurs œuvres. Ce faisant, elle a non seulement remis en question le statu quo,
mais a également ouvert la voie à un paysage créatif plus juste et plus inclusif. Au milieu du labyrinthe des attentes de l'industrie et des rapports de force bien ancrés, Michaela Coel a trouvé en elle une clarté d'esprit, une détermination personnelle qui allait devenir le fondement de son parcours créatif. Ce n'était pas une décision née de la naïveté ou d'une rébellion, mais plutôt une compréhension approfondie des enjeux. Le caractère sacré de son histoire, l'authenticité de sa voix et les implications plus larges pour les créateurs comme elle qui cherchent à se faire une place dans une industrie souvent impitoyable. La conscience qu'avait Coel de l'importance du contrôle créatif n'était pas fortuite. Elle était l'aboutissement d'une expérience vécue et d'une conviction artistique. Elle reconnaissait que la propriété de son œuvre allait au-delà des droits légaux ou du gain financier. Il s'agissait de préserver la vérité inhérente au récit. Pour elle, conserver les droits sur son récit signifiait préserver son intégrité, garantir que la complexité, les contradictions et la brutalité de son expérience ne seraient ni diluées ni déformées au gré d'objectifs extérieurs ou de formules commerciales. Cette détermination personnelle a été façonnée par une compréhension aiguë des forces systémiques qui cherchaient à marginaliser des voix comme la sienne. Coel était pleinement consciente de l'effacement historique et de la représentation erronée dont les femmes de couleur étaient victimes dans les médias. Des histoires comme la sienne étaient souvent récupérées, aseptisées ou recadrées à travers le prisme de la culture dominante, privilégiant le plausible au détriment de la vérité. Abandonner le contrôle, c'était donc risquer de perpétuer ces schémas, de laisser son récit être façonné d'une manière qui pourrait compromettre sa finalité même. Sa conviction était également nourrie par une vision plus large de ce que pouvait et devait être la narration. Coel voyait le travail créatif non seulement comme un divertissement, mais aussi comme un vecteur de dialogue culturel, de guérison et de transformation. Elle comprenait qu'une représentation authentique exigeait des créateurs qu'ils maîtrisent leur récit, qu'ils naviguent librement dans des vérités complexes et inconfortables. Cette vision lui a donné un sens des responsabilités, non seulement envers elle-même, mais aussi envers les communautés et les publics qui aspiraient à voir des reflets de leur réalité sans filtre et sans complexe. La détermination intérieure dont Coel faisait preuve témoignait de sa conscience de soi et de son intégrité artistique. Elle avait été témoin des compromis et des concessions que beaucoup avaient fait avant elle, souvent au détriment de leur identité créative. Choisir une voie différente exigeait du courage et une volonté d'affronter l'incertitude, le rejet et l'isolement. Pourtant, sa détermination était inébranlable, ancrée dans la conviction que le prix à payer pour abandonner le contrôle était bien plus élevé que tout obstacle immédiat qu'elle pourrait rencontrer. Cette résolution n'est pas née du néant. Elle a été nourrie par l'expérience de Coel sur le terrain de l'industrie. Elle a connu des moments où l'attrait des opportunités se heurtait à l'impératif de conserver sa propriété. Chaque décision était une mise à l'épreuve de ses valeurs et de ses priorités. La pression de se conformer, accepter les conditions standards de l'industrie et renoncer à ses droits, était intense et persistante. Mais l'engagement de Coel en faveur de l'autonomie créative est devenu un principe directeur, un prisme à travers lequel elle évaluait chaque opportunité et chaque défi. Sa détermination reflétait également une compréhension approfondie de la narration comme forme d'autonomisation. En insistant sur l'appropriation, Coel reprenait le contrôle de récits historiquement contrôlés par d'autres. Cet acte d'autodétermination était à la fois personnel et politique, remettant en question les inégalités systémiques ancrées dans l'industrie du divertissement. Elle refusait d'être une actrice passive de sa propre histoire et déclarait que les voix marginalisées méritaient non seulement visibilité, mais aussi autorité. De plus, la détermination de Coel était intimement liée à la reconnaissance des répercussions plus larges de ses choix. Elle comprenait que sa position pouvait ouvrir la voie à d'autres créateurs, notamment issus de milieux sous-représentés, pour exiger un traitement plus juste et une plus grande appropriation. Cette prise de conscience a renforcé sa décision, la transformant d'un acte individuel en un catalyseur potentiel de changement pour l'ensemble du secteur. Sa détermination était ainsi à la fois une affirmation de son intégrité personnelle et un symbole d'émancipation collective. Pour s'engager sur cette voie, Coel a dû cultiver résilience et sens stratégique. Elle a su concilier l'idéalisme de la propriété créative avec le pragmatisme nécessaire pour s'engager dans une industrie réfractaire au changement. Sa détermination n'était pas une position rigide, mais une force dynamique qui lui a permis de s'adapter, de négocier et de défendre ses intérêts sans compromettre le principe fondamental de la maîtrise de son travail. Cette approche nuancée a démontré une maturité et une clairvoyance qui se sont avérées essentielles dans les batailles à venir. Tout au long de cette période, la force intérieure de Coel fut mise à rude épreuve. La tension entre opportunité et autonomie créa des moments de doute et de pression. Les professionnels du secteur questionnèrent son approche, la mettant en garde contre les risques susceptibles de limiter ses perspectives. Pourtant, chaque défi renforça son engagement au lieu de le diminuer. Elle puisa sa force dans la clarté de son objectif et dans la conviction qu'une narration authentique exigeait une appropriation préalable.
Sa détermination s'est également manifestée dans ses interactions avec ses collaborateurs, agents et dirigeants. Coel a articulé sa position avec passion et professionnalisme, affirmant clairement que sa vision créative était indissociable des droits sur son histoire. Cette clarté d'objectif a remis en question les dynamiques de négociation conventionnelles, obligeant les autres à prendre conscience de la nécessité de respecter la propriété des créateurs. Sa position a redéfini les attentes et établi de nouveaux paramètres pour une collaboration équitable. En adoptant cette résolution personnelle, Coel a également affronté les dimensions émotionnelles de son parcours. Le choix de résister aux normes de l'industrie et de lutter pour sa propriété était lourd de vulnérabilité. Cela impliquait le risque du rejet et de l'isolement dans un environnement où le soutien était souvent conditionnel. Pourtant, son engagement envers sa vérité a été une source d'autonomisation, transformant sa vulnérabilité en force. Cette résilience émotionnelle a été essentielle pour maintenir sa détermination au fil du temps. La détermination personnelle de Coel a mis en lumière l'intersection entre identité, créativité et pouvoir. En tant que femme de couleur racisée racontant une histoire profondément personnelle, son insistance sur la propriété était une forme d'affirmation de soi qui transcendait les préoccupations contractuelles. Il s'agissait de préserver l'authenticité d'une voix trop souvent marginalisée. Une voix qui exigeait d'être entendue selon ses propres termes. Cette détermination a insufflé une nouvelle urgence aux discussions sur la représentation et les droits créatifs. Sa position a également remis en question les discours dominants sur la réussite dans l'industrie télévisuelle. Plutôt que de se plier aux normes établies, Coel a redéfini le succès sous l'angle de l'autonomie et de l'intégrité. Son parcours a démontré que le contrôle créatif n'était pas un luxe, mais une nécessité pour raconter des histoires pleines de sens. Cette redéfinition a élargi les perspectives des créateurs qui cherchaient à conserver leur autonomie sans sacrifier leurs opportunités. La détermination personnelle incarnée par Michaela Coel est devenue une force fondamentale qui l'a propulsée à travers les complexités du secteur. Elle a été la boussole qui guidait ses décisions, un rempart contre les pressions du conformisme et un phare qui a inspiré d'autres à reconsidérer la valeur de la propriété créative. Cet engagement indéfectible envers sa vision et ses droits a souligné le potentiel transformateur de l'action individuelle au sein d'un système réfractaire au changement. En intériorisant l'importance de la propriété et en la défendant fermement, Coel s'est positionnée non seulement comme créatrice, mais aussi comme garante de l'intégrité narrative. Sa résolution était un acte de revendication, une reconquête d'un pouvoir narratif longtemps refusé à des voix comme la sienne. Elle a marqué le début d'une aventure qui allait bousculer les normes de l'industrie, inspirer ses pairs et remodeler les contours de la production télévisuelle. Dans ce creuset de détermination et de conviction, la détermination personnelle de Michaela Coel s'est imposée comme un témoignage du pouvoir durable de l'autonomie créative. C'était le fil invisible qui traversait ses luttes et ses triomphes, ancrant sa vision et nourrissant son courage. Cette détermination était non seulement un élément déterminant de son histoire, mais aussi un appel clair à une nouvelle ère où les créateurs pourraient reprendre la place qui leur revient, maîtres de leur récit et artisans de leur destin. Le moment où Michaela Coel a choisi de dire non, de rejeter l'insistance de l'industrie à lui faire céder les droits sur sa propre histoire, a marqué un tournant, marqué par la tension, l'incertitude et un profond courage. Il ne s'agissait pas d'un simple refus contractuel. C'était un acte de défiance qui remettait en cause la structure même d'un système habitué depuis longtemps à ce que les créateurs cèdent à des exigences qui les dépossédaient de leur propriété. En choisissant de rester ferme, Coel a accepté les risques inhérents à la résistance à une industrie qui récompensait souvent la conformité et punissait la dissidence. La décision fut tout sauf facile. Coel se retrouva confronté à un contexte où les structures de pouvoir étaient fortement en défaveur d'elle, où dire non pouvait signifier fermer des portes, manquer des opportunités et susciter le scepticisme de ceux qui jugeaient sa position obstinée ou irréaliste. L'industrie télévisuelle, avec son réseau complexe de financiers, de producteurs et de distributeurs, acceptait rarement que ces normes soient remises en question, surtout de la part de créateurs émergents en pleine ascension. Refuser les conditions standards, c'était se confronter à un écosystème qui privilégiait les transactions prévisibles aux positions de principe. Pourtant, le refus de Coel était marqué par une clarté d'esprit qui transcendait la peur des retombées potentielles. Elle comprenait que capituler sur la question de la propriété compromettrait non seulement sa vision créative, mais aussi son pouvoir de narratrice. Cette conscience a imprégné sa décision d'une résilience qui lui a permis d'en surmonter les conséquences immédiates. Dire non était une déclaration de respect de soi et d'intégrité artistique, une déclaration selon laquelle son histoire lui appartenait et pouvait être racontée selon ses propres termes. L'atmosphère entourant cette décision était chargée de tension. Les négociations se transformèrent en champ de bataille où la détermination de Coel fut mise à l'épreuve par des dirigeants soucieux de perdre le contrôle. À huis clos, elle subit la pression de se conformer,
des rappels constants des coups de la défiance et des avertissements voilés sur les risques de compromettre sa carrière. Ces moments éclairèrent la réalité plus large du secteur. Les créateurs qui remettaient en question les normes de propriété étaient souvent marginalisés ou licenciés. Les enjeux étaient considérables et l'avenir incertain. Malgré ces pressions, Coel est resté inébranlable. Son refus de céder ses droits n'était pas une rébellion passagère, mais une position mûrement réfléchie, ancrée dans des années de réflexion et d'expérience. Elle a su trouver le délicat équilibre entre l'affirmation de ses revendications et le maintien de ses relations professionnelles, sachant que la bataille pour la propriété relevait autant de la diplomatie que de la conviction. Cette résilience stratégique lui a permis de tenir bon sans couper les ponts, témoignant de son intelligence et de sa détermination. La tension suscitée par ce refus était aggravée par l'isolement qu'il engendrait. Coel se retrouva dans une situation où peu de personnes au sein de l'industrie pouvaient pleinement apprécier ou soutenir sa position. L'idée dominante selon laquelle les créateurs devaient accepter des conditions standards la forçait à mener des batailles non seulement contractuelles, mais aussi culturelles. Cet isolement intensifia le poids émotionnel de sa décision, soulignant le courage nécessaire pour se démarquer de la norme. Son refus a également bouleversé les attentes concernant le rôle et l'action des créateurs, en particulier des femmes racisées, souvent censées être des participantes dociles plutôt que des propriétaires affirmés de leur récit. Le choix de Coel a remis en question ces stéréotypes, affirmant que les créateurs marginalisés pouvaient et devaient exiger un traitement et un contrôle équitable. Cette défiance a eu un écho au-delà de son parcours personnel, signalant un changement dans la manière dont la propriété et le pouvoir pourraient être renégociés au sein de l'industrie. Les risques encourus par Coel étaient tangibles. Des professionnels du secteur remettaient en question la viabilité de sa démarche, avertissant qu'elle pourrait limiter ses perspectives ou la rendre difficile à travailler. Ces critiques reflétaient un malaise général envers les créateurs qui s'opposaient aux normes établies. Pourtant, le refus de Coel s'est transformé d'un handicap en une forme d'autonomisation, bouleversant le discours selon lequel la conformité était la seule voie vers le succès. Sa position a mis en lumière d'autres possibilités pour les créateurs cherchant à conserver leur autonomie. L'incertitude entourant sa décision était palpable. Chaque négociation comportait un risque de rejet, de retard ou de compromis. Coel a traversé ces moments difficiles avec un mélange de pragmatisme et d'idéalisme, consciente que le chemin vers la propriété était semé d'embûches, mais essentiel à sa mission artistique. Le courage de dire non est devenu un acte quotidien de résilience, un refus de sacrifier sa vision au profit de l'opportunisme. Dans la sphère publique, ce refus est passé largement inaperçu à ses débuts, dissimulé dans les négociations complexes et les conversations privées qui ont défini le fonctionnement interne de l'industrie. Pourtant, l'importance de la position de Coel allait bientôt se propager, remettant en question les idées reçues et suscitant des discussions sur les droits des créateurs. Sa décision a semé les graines d'un changement qui allait s'amplifier à mesure que d'autres constateraient le pouvoir de la fermeté face aux pressions systémiques. Le refus de Coel a suscité une atmosphère de révolution silencieuse. Ce bouleversement ne s'est pas fait par de grands gestes, mais par l'affirmation constante de l'autodétermination au milieu de la résistance. Cette tension entre l'action individuelle et le contrôle institutionnel a résumé les luttes plus vastes auxquelles sont confrontés les créateurs cherchant à reprendre possession d'une industrie réticente à s'en séparer. Le choix de Coel a été un modèle pour ceux qui se trouvaient confrontés à des combats similaires, offrant un modèle de résistance intègre. Ce refus n'a pas été sans conséquences personnelles. Coel a dû endurer des moments de doute, le poids d'une perte potentielle et le fardeau émotionnel de la lutte contre des intérêts puissants. Pourtant, sa résilience reposait sur la conviction que la propriété créative était fondamentale pour une narration authentique. Le refus de céder ses droits était un acte protecteur, préservant l'intégrité de son récit et affirmant sa place de gardienne légitime de son œuvre. Le refus de Coel a également repensé les débats de l'industrie sur la nature de la collaboration et du partenariat. En insistant sur la propriété, elle a remis en question l'idée dominante selon laquelle les créateurs devraient être des contributeurs passifs à des projets appartenant à d'autres. Sa position exigeait la reconnaissance des créateurs comme des partenaires égaux, ayant un intérêt dans la propriété intellectuelle, une évolution qui remettait en question des hiérarchies établies de longue date et ouvrait de nouvelles perspectives de négociation. La tension et l'incertitude qui ont accompagné le refus de Coel ont mis en lumière les changements culturels plus vastes en cours dans la production télévisuelle. Alors que le public et les créateurs réclamaient des histoires plus authentiques et plus diversifiées, la question de savoir qui contrôlait ces histoires est devenue centrale. Le refus de Coel a mis en lumière les barrières structurelles à éliminer pour parvenir à une véritable équité créative. Son courage à ce moment précis a montré que le changement était non seulement nécessaire, mais possible. Dans les coulisses du pouvoir, le refus de Coel a constitué à la fois une perturbation et un défi.
Il a déstabilisé des dirigeants habitués à un contrôle prévisible et les a obligés à prendre en compte l'évolution des attentes des créateurs. La réaction de l'industrie a oscillé entre scepticisme et reconnaissance prudente, reflétant la complexité de l'équilibre entre les impératifs commerciaux et les exigences d'autonomie créative. La position de Koell a servi de catalyseur pour réexaminer ces tensions. En rejetant les exigences de l'industrie, Koell a affronté l'incertitude avec une force de caractère remarquable. Elle s'est engagée dans un espace où l'issue était inconnue, où les conséquences pouvaient être lourdes et où la voie à suivre exigeait un engagement sans faille. Ce refus n'était pas un acte de défiance en soi, mais une affirmation stratégique des principes qui guideraient son travail et son héritage. La décision de refuser a eu des répercussions au-delà des négociations immédiates, marquant un tournant qui allait façonner la carrière de Koell et influencer le paysage créatif au sens large. C'était une affirmation audacieuse selon laquelle les créateurs méritaient d'avoir le contrôle de leurs histoires, un acte qui remettait en question les normes systémiques qui avaient longtemps régi l'industrie télévisuelle. Par ce choix, Koell incarnait le courage et la conviction nécessaires pour redéfinir la relation entre les créateurs et les pouvoirs en place. Derrière le refus obstiné de Michaela Koell de céder les droits sur son histoire se cache un combat complexe et ardu, marqué par des négociations complexes, des pressions croissantes et les pressions incessantes d'une industrie réfractaire au changement. Ce combat s'est déroulé non seulement dans les salles de conseil et les cabinets juridiques, mais aussi dans les espaces subtils où vision créative et pragmatisme commercial se rencontrent, un domaine où chaque mot, clause et condition a de profondes implications en termes de propriété et de contrôle. Le parcours de Koell au cours de ces négociations a révélé les multiples défis que représente l'affirmation de l'autonomie créative dans un environnement structuré pour maintenir des hiérarchies établies. Le processus a été semé d'embûches de la part des dirigeants, qui doutaient de la faisabilité de satisfaire ces exigences dans le cadre de la production traditionnelle. Ces doutes étaient souvent exprimés sous forme de termes liés à la gestion des risques, aux considérations de marché et aux précédents, soulignant les obstacles tenaces auxquels se heurtent les créateurs cherchant à conserver leurs droits. Pour naviguer sur ce terrain, Koell a dû s'engager dans un délicat exercice de plaidoyer et de diplomatie. Elle a dû exprimer l'importance de la propriété, non seulement comme un impératif personnel, mais aussi comme la pierre angulaire d'une narration authentique. Il s'agissait de sensibiliser les acteurs de l'industrie à l'importance du contrôle des créateurs, de remettre en question l'idée reçue selon laquelle les droits devraient être détenus exclusivement par les sociétés de production, et de proposer des modèles alternatifs respectant à la fois l'intégrité artistique et la viabilité commerciale. Les négociations contractuelles elles-mêmes étaient un véritable labyrinthe, impliquant un jargon juridique et des stipulations complexes susceptibles d'obscurcir le sens et les conséquences véritables des clauses. L'insistance de Koell à conserver ses droits a nécessité une analyse minutieuse des termes relatifs à la propriété intellectuelle, aux redevances, à la distribution et à la contribution créative. Chaque concession ou compromis a été soupesé au regard de l'objectif primordial de préservation de la propriété, exigeant à la fois perspicacité juridique et vision stratégique. Face à cette complexité, Koell se heurta à une résistance persistante. Les dirigeants et les agents, habitués aux structures contractuelles conventionnelles, craignaient de créer des précédents susceptibles de modifier l'industrie. La perspective qu'un créateur détienne des droits importants remettait en cause les équilibres de pouvoir établis de longue date, suscitant des inquiétudes quant au contrôle, aux marges bénéficiaires et à la logistique de gestion de la propriété intellectuelle. Cette résistance se manifesta par des discussions prolongées, des demandes répétées de concessions et, parfois, des menaces voilées de retrait du soutien. Le coût émotionnel de ces luttes en coulisses fut considérable. Koell a dû composer avec l'isolement inhérent au fait d'être l'une des rares créatrices à repousser ses limites, menant souvent des négociations sans un solide réseau d'alliés qui comprenaient ou soutenaient pleinement sa position. La pression du conformisme, aggravée par les enjeux importants liés à l'avancement professionnel et à la sécurité financière, pesait lourd. Pourtant, son engagement envers la propriété est resté inébranlable, témoignant de sa résilience et de sa conviction. Face à ces pressions, l'approche de Koell a illustré un équilibre entre ténacité et pragmatisme. Elle a reconnu l'importance de préserver son professionnalisme et de nouer des relations collaboratives, même lorsqu'elle remettait en question les normes établies. Cette approche nuancée lui a permis d'interagir de manière constructive avec les acteurs du secteur, favorisant le dialogue plutôt que l'antagonisme et ouvrant la voie à des compromis potentiels sans sacrifier les principes fondamentaux. Le processus de négociation a également révélé les disparités de pouvoir et de connaissances qui désavantageaient souvent les créateurs, en particulier ceux issus de milieux marginalisés. Le jargon juridique et industriel, l'opacité des clauses contractuelles et l'asymétrie d'information créaient des obstacles qui pouvaient submerger même les personnes les plus déterminées. La gestion de ces complexités par Koell a mis en lumière la nécessité d'une plus grande transparence, d'une meilleure éducation et de structures de soutien pour permettre aux créateurs de faire valoir efficacement leurs droits. Au fil de ces luttes,
L'histoire de Coel est devenue emblématique des défis plus vastes auxquels sont confrontés les créateurs en quête d'équité. Son expérience a mis en lumière l'inertie systémique de la production télévisuelle, où les processus traditionnels de négociation favorisaient le contrôle institutionnel sur l'action individuelle. La résistance qu'elle a rencontrée a souligné l'ampleur des changements nécessaires pour redéfinir ces relations et favoriser des environnements où la propriété créative était véritablement respectée. Malgré les obstacles, la persévérance de Coel a permis des progrès progressifs. Ces négociations ont mis en lumière la faisabilité et l'importance de modèles de propriété alternatifs, encourageant certains acteurs du secteur à reconsidérer leur position rigide. Ces évolutions, souvent subtiles et inégales, ont marqué le début d'une transformation lente mais significative des interactions entre créateurs et entités de production. Les luttes en coulisses ont également mis en évidence l'intersection entre créativité et commerce. L'insistance de Coel sur la propriété ne constituait pas un rejet des réalités commerciales de la production télévisuelle, mais un appel à un partenariat plus équitable reconnaissant le rôle essentiel des créateurs dans la création de valeur. Cette perspective remettait en question l'idée selon laquelle le succès commercial nécessitait le sacrifice du contrôle créatif, proposant plutôt un modèle où les deux pourraient coexister. Les négociations de Coel ont été rendues encore plus complexes par la nécessité de protéger la nature nuancée et profondément personnelle de son histoire. Garantir que son récit ne soit ni altéré ni détourné nécessitait des garanties contractuelles allant au-delà des considérations classiques de propriété intellectuelle. Cette complexité supplémentaire a exigé une formulation rigoureuse des conditions relatives à la contribution créative, aux droits d'édition et à la représentation, soulignant l'indissociabilité de la propriété et de l'authenticité. Face à ces défis multiformes, Coel a fait preuve d'une remarquable perspicacité stratégique. Elle a su tirer parti de sa réputation grandissante et de la force unique de son discours pour défendre efficacement son projet, transformant ce qui aurait pu être un inconvénient en levier. Sa capacité à communiquer la valeur de la propriété, tant sur le plan artistique que commercial, a contribué à combler les écarts et à favoriser la compréhension entre les parties prenantes. La longueur de ces négociations a également mis en évidence l'endurance nécessaire pour remettre en question des pratiques industrielles bien ancrées. L'expérience de Coel témoigne de la patience et de la persévérance nécessaires pour faire évoluer des normes établies de longue date, rappelant aux créateurs comme aux professionnels du secteur qu'un changement significatif résulte souvent d'un effort et d'un dialogue soutenu. En coulisses, le combat de Coel s'est transformé en une révolution silencieuse, révélant les barrières systémiques qui freinaient les créateurs et démontrant les possibilités d'approches alternatives. Son parcours a souligné l'importance du courage, de la stratégie et du soutien pour aborder le terrain complexe des droits et de la propriété dans la production télévisuelle. Cette période d'intenses négociations et de plaidoyer n'a pas été sans conséquences personnelles, mais elle a consolidé la position de Coel en tant que pionnière déterminée à remodeler la relation de l'industrie avec les créateurs. Ces combats en coulisses ont éclairé la voie vers une plus grande équité, inspirant d'autres à imaginer et à exiger un écosystème créatif où la propriété et l'authenticité étaient primordiales. À travers ces luttes, l'histoire de Coel a résonné au-delà de son expérience individuelle, éclairant le mouvement plus large en faveur de l'autonomisation des créateurs. Son parcours a souligné que la lutte pour les droits n'était pas seulement juridique ou financière, mais profondément liée à la préservation de la voix, de la vision et de la vérité culturelle. Au cœur de ces négociations, Micaela Coel s'est révélée non seulement comme une conteuse talentueuse, mais aussi comme une fervente défenseur de l'autonomie créative. Ces luttes en coulisses ont révélé la complexité de l'affirmation de la propriété dans une industrie en proie à de nombreuses résistances, et sa persévérance a jeté les bases d'un avenir où les créateurs pourraient revendiquer la place qui leur revient de droit en tant que gardiens de leur récit. Le refus de Micaela Coel de céder les droits de son histoire n'est pas passé inaperçu au sein de l'industrie télévisuelle et au-delà. Il a eu des répercussions à l'extérieur, suscitant des réactions diverses reflétant la complexité d'un paysage aux prises avec l'évolution des notions de propriété et de représentation créative. Ce moment de défiance, bien que profondément personnel, est devenu un point central de discussion plus large sur les droits des créateurs, le rôle des voix marginalisées et l'évolution des rapports de force dans la production médiatique. Au sein de l'industrie, les réactions allaient de l'admiration au scepticisme. Certains dirigeants et producteurs ont perçu la détermination de Coel comme une affirmation courageuse de son autonomie créative, reconnaissant la légitimité de ses revendications dans un système longtemps critiqué pour son exploitation des créateurs. Ses partisans ont vu dans son refus une remise en cause nécessaire du statu quo, une avancée vers des pratiques plus équitables qui pourraient, à terme, bénéficier à l'industrie en favorisant une narration authentique et des perspectives diverses. Pour ses alliés, la position de Coel signalait un potentiel changement dans les rapports de force, encourageant une remise en question des structures contractuelles et des normes de propriété traditionnelles. Cependant, les réactions n'étaient pas toutes favorables. De nombreux acteurs du secteur ont exprimé des doutes quant à la faisabilité de l'approche de Coel,
se demandant si une telle insistance sur les droits de propriété était réalisable dans le cadre commercial existant. Certains l'apercevaient comme difficile ou intransigeante, un risque à gérer plutôt qu'une partenaire à responsabiliser. Ce scepticisme a mis en lumière les tensions entre l'autonomie créative et les réalités de l'économie de production, où l'aversion au risque et les précédents dictaient souvent des approches prudentes et conservatrices. Le refus de Coel a remis en cause ces habitudes bien ancrées, provoquant un malaise chez ceux qui s'investissaient dans le maintien des mécanismes de contrôle établis. La réaction du public a ajouté une dimension supplémentaire à cette mosaïque complexe. Le public et les fans, de plus en plus sensibles aux questions de représentation et d'équité, ont salué l'intégrité et le courage de Coel. Son refus a résonné comme une déclaration forte sur l'importance pour les créateurs de s'approprier leurs récits, en particulier ceux issus de milieux marginalisés dont les histoires ont été historiquement récupérées ou déformées. Ses partisans ont perçu sa position comme un modèle d'autonomisation, inspirant d'autres personnes à exiger pouvoir et respect au sein d'une industrie qui souvent étouffait ou marchandisait leur voix. Cette prise de conscience croissante du public a contribué à élargir le débat sur les droits des créateurs et les structures de pouvoir au sein du monde du divertissement. La couverture médiatique a commencé à se détourner de l'accent traditionnel mis sur la célébrité et le produit pour explorer plus en profondeur les questions de propriété, de représentation et d'équité. L'expérience de Coel est devenue emblématique de ces discussions, illustrant les défis et les possibilités inhérents à la reconquête du contrôle créatif. Journalistes et commentateurs ont souligné son refus comme un tournant dans la lutte permanente pour l'équité et le respect dans la production médiatique. Les réactions mitigées au sein de l'industrie et du public ont souligné la complexité de l'évolution des normes systémiques. La position de Coel a imposé de prendre conscience que la propriété n'était pas un simple détail contractuel, mais une question fondamentale liée à la représentation culturelle et au pouvoir. Elle a révélé le malaise ressenti par beaucoup face à la remise en cause de hiérarchies et de pratiques établies de longue date. Cette tension a alimenté les débats sur l'équilibre entre intérêts commerciaux et droits créatifs, soulignant la nécessité de nouveaux modèles capables de concilier les deux. Parmi les créateurs, l'exemple de Coel a suscité inspiration et dialogue. Son refus de céder ses droits est devenu un point de ralliement pour ceux qui avaient subi des pressions similaires pour céder le contrôle. Il a encouragé un nombre croissant d'auteurs, d'acteurs et de producteurs, en particulier des femmes et des personnes de couleur, à remettre en question les normes de l'industrie et à revendiquer plus fermement leurs droits de propriété et leur pouvoir d'agir. Cet effet d'entraînement a commencé à transformer la culture de la création, favorisant un sentiment de solidarité et d'autonomisation parmi les voix marginalisées en quête d'un traitement équitable. Parallèlement, l'expérience de Coel a mis en lumière les inégalités de cette évolution. Si certains secteurs de l'industrie ont adhéré aux appels en faveur d'un renforcement des droits des créateurs, d'autres sont restés réticents ou ont tardé à s'adapter. Ce terrain inégal reflétait la nature profondément ancrée des structures de pouvoir et les défis du changement systémique. Le refus de Coel a mis en lumière les progrès accomplis et l'important travail qu'il reste à accomplir pour transformer véritablement les pratiques de l'industrie. Le discours entourant la position de Coel a également croisé des mouvements culturels plus larges prônant la justice sociale et l'équité. À mesure que les débats sur la race, le genre et la représentation gagnaient en importance, la question de savoir qui contrôlait les récits est devenue centrale. Le refus de Coel de renoncer à ses droits s'inscrit dans ce contexte plus large, reliant la propriété créative aux questions d'identité, de voix et d'action culturelle. Son histoire est devenue une référence pour comprendre comment les inégalités systémiques dans les médias reflétaient et renforçaient les inégalités sociales. Les médias ont commencé à explorer non seulement le parcours personnel de Coel, mais aussi ses implications pour l'industrie dans son ensemble. Des articles ont émergé, examinant les obstacles structurels rencontrés par les créateurs marginalisés et la manière dont la propriété constituait un enjeu crucial pour l'équité. Ce recadrage du débat a placé les questions de pouvoir et de contrôle au premier plan, invitant les parties prenantes à reconsidérer leur rôle et responsabilités dans la promotion d'un écosystème créatif inclusif. Leaders de l'industrie et commentateurs culturels ont débattu des conséquences potentielles du refus de Coel. Certains ont mis en garde contre les risques pour les modèles économiques traditionnels, avertissant que les exigences de propriété pourraient compliquer le financement et la distribution. D'autres ont soutenu que donner plus de pouvoir aux créateurs était essentiel à l'innovation, à l'authenticité et à l'engagement du public dans un paysage médiatique en rapide évolution. Ces dialogues ont reflété les tensions plus larges inhérentes à l'équilibre entre les impératifs commerciaux et l'évolution des exigences d'équité et de représentation. La prise de position de Coel a également suscité une réflexion sur la marginalisation historique des femmes racisées au sein de l'industrie. Son refus de se conformer a remis en question les stéréotypes et les attentes, affirmant que les créateurs issus de milieux sous-représentés pouvaient et devaient contrôler leurs récits. Cette affirmation a bouleversé les préjugés sur les détenteurs de l'autorité culturelle,
poussant l'industrie à prendre conscience de son héritage d'exclusion et d'appropriation. Les réactions mitigées au refus de Coel ont souligné le caractère contesté de la propriété créative à la télévision. Son expérience a mis en lumière les lignes de fracture entre tradition et transformation, entre pouvoir bien établi et équité émergente. Elle a révélé que le progrès n'était pas linéaire, mais marqué par la négociation, la résistance et une lutte constante. Le parcours de Coel est devenu un microcosme de ces dynamiques plus larges, reflétant la complexité de la refonte d'une industrie imprégnée d'histoire et de hiérarchie. Au cœur de ce débat en constante évolution, le refus de Coel a constitué un puissant exemple d'intégrité et de capacité d'action. Il a démontré que les créateurs pouvaient faire valoir leurs droits sans sacrifier leur carrière, remettant en question les discours qui présentaient les exigences de propriété comme naïves ou irréalistes. Son expérience a suscité à la fois espoir et réflexion critique, invitant l'industrie et le public à envisager un avenir où le contrôle créatif serait un droit fondamental plutôt qu'un privilège. Le dialogue suscité par la prise de position de Coel s'est étendu au-delà des initiés et du public du secteur, pour inclure des enseignants, des défenseurs de la cause et des créateurs émergents. Ateliers, tables rondes et discussions ont commencé à se concentrer sur l'importance de comprendre les droits, les contrats et la propriété, afin de doter la nouvelle génération des outils nécessaires pour naviguer et négocier son avenir créatif. Le refus de Coel est devenu un catalyseur d'autonomisation, d'éducation et de prise de conscience systémique. À travers les réactions variées suscitées par son refus, Michaela Coel est apparue comme une figure transformatrice de la redéfinition actuelle du pouvoir créatif. Son courage à résister à la pression de l'industrie a remis en question des normes bien ancrées et inspiré une réévaluation des relations entre créateurs et institutions. Les débats suscités par sa prise de position reflétaient une époque culturelle en pleine mutation, où la propriété, la représentation et le respect étaient au cœur de l'avenir de la narration télévisuelle. La position ferme de Michaela Coel sur la préservation de la propriété de son histoire a fait plus que remettre en question les normes existantes. Elle a été un catalyseur qui a commencé à faire évoluer les structures de pouvoir établies de longue date au sein de l'industrie télévisuelle. Son refus de se conformer aux attentes traditionnelles de renonciation aux droits créatifs a eu une résonance au-delà de son combat personnel, inspirant une réévaluation plus large de la manière dont les créateurs, notamment ceux issus de milieux marginalisés, pouvaient affirmer leur pouvoir dans un environnement historiquement dominé par le contrôle centralisé. Ce changement ne fut ni immédiat ni uniforme, mais l'exemple de Coel a donné un nouvel élan à un mouvement grandissant exigeant un traitement et une reconnaissance plus juste pour les créateurs. Par sa détermination, elle a ouvert la voie à d'autres pour remettre en question et résister aux normes qui avaient longtemps dicté les conditions de la production créative. Ces actions ont souligné que la propriété n'était pas un privilège réservé à quelques privilégiés, mais un droit fondamental qui pouvait, et devait, être revendiqué par tous les compteurs. Les rapports de force à la télévision étaient façonnés par un système hiérarchique où les dirigeants et les sociétés de production exerçaient un contrôle important sur la propriété intellectuelle. Les créateurs étaient souvent relégués à des rôles subalternes, avec peu de contrôle sur leur travail une fois celui-ci entré dans la sphère commerciale. L'insistance de Coel à préserver ses droits a bouleversé ce modèle, laissant entrevoir que les créateurs pouvaient négocier des conditions qui respectaient leur vision et préservaient leur pouvoir d'action. Cette rupture s'est répercutée dans les coulisses de l'industrie, incitant à reconsidérer les pratiques traditionnelles de négociation. Sa position a permis à une vague de créateurs de se considérer non seulement comme des contributeurs, mais aussi comme les propriétaires de leurs récits. Ce changement a favorisé un éveil culturel au sein de la communauté créative, tandis qu'écrivains, acteurs et producteurs, en particulier les femmes et les personnes de couleur, ont commencé à exiger une propriété équitable et le respect de leurs œuvres. L'exemple de Coel a fourni à la fois un modèle pratique et une affirmation symbolique de la possibilité de reprendre le contrôle du récit dans une industrie qui tarde à s'adapter au changement. Les discussions au sein de l'industrie ont également évolué, les dirigeants et les décideurs étant de plus en plus confrontés à la nécessité de s'adapter à ce nouveau contexte d'exigence. Les négociations ont commencé à refléter une prise de conscience croissante que la conservation des droits des créateurs pouvait améliorer l'authenticité et l'engagement du public, au bénéfice de toutes les parties concernées. Le parcours de Coel a contribué à dissiper l'idée reçue selon laquelle les exigences de propriété constituaient un obstacle à la collaboration. Elles ont plutôt été reconnues comme le fondement de partenariats plus équitables. L'évolution des structures de pouvoir a également favorisé l'innovation dans les accords contractuels et les modèles de production. De nouveaux cadres ont émergé, permettant aux créateurs de conserver un contrôle important sur leur propriété intellectuelle tout en garantissant la viabilité financière des producteurs et des distributeurs. Ces modèles en constante évolution reflétaient une approche plus équilibrée, reconnaissant le rôle central des créateurs dans le processus de narration et valorisant leur contribution au-delà du simple travail. L'influence de Coel s'est étendue au-delà des contrats individuels pour remodeler le discours culturel autour de l'autorité créative.
Son refus de céder la propriété a remis en question les stéréotypes selon lesquels les créateurs marginalisés manquaient de poids ou de savoir-faire pour négocier des accords complexes. Au contraire, elle a fait preuve d'un sens stratégique aigu et d'un engagement indéfectible, inspirant les autres à aborder les négociations avec l'industrie avec confiance et clarté quant à leurs valeurs et à leurs droits. Cette transformation a été particulièrement significative pour les femmes racisées, dont les histoires avaient historiquement été sous-estimées ou récupérées sans reconnaissance ni contrôle approprié. L'exemple de Coel a fourni un contre-discours puissant, démontrant que l'appropriation était réalisable et essentielle pour préserver l'intégrité des récits culturellement spécifiques. Son parcours a contribué à faire tomber les barrières qui limitaient depuis longtemps l'accès et la capacité d'action des créateurs sous-représentés. Les répercussions de la prise de position de Coel ont également stimulé les collaborations entre créateurs, défenseurs et leaders de l'industrie afin de favoriser un changement systémique. Des ateliers, des groupes de défense et des collectifs ont vu le jour pour aider les créateurs à comprendre et à faire valoir leurs droits. Ces initiatives ont contribué à la création d'une infrastructure visant à donner plus de pouvoir aux voix marginalisées, reflétant ainsi un engagement collectif en faveur de l'équité et de l'inclusion. Alors que l'industrie était aux prises avec cette dynamique changeante, des débats ont surgi quant à l'équilibre entre contrôle créatif et intérêts commerciaux. L'exemple de Coel a remis en question l'idée selon laquelle maximiser la propriété des créateurs compliquerait nécessairement le financement ou la distribution. Au contraire, son succès a démontré que le respect des droits des créateurs pouvait améliorer la qualité et l'impact des contenus, attirant ainsi un public engagé et favorisant des relations durables. L'évolution des structures de pouvoir a également influencé l'écosystème médiatique au sens large, encourageant les plateformes de streaming et les producteurs indépendants à adopter des politiques plus favorables aux créateurs. Ces changements ont élargi les possibilités pour des voix diverses de raconter leurs histoires selon leurs propres termes, bouleversant ainsi les systèmes traditionnels de contrôle et ouvrant de nouvelles perspectives à une narration authentique. Le refus de Coel est ainsi devenu la pierre angulaire d'un mouvement plus large de démocratisation de la production médiatique. Cette évolution ne s'est pas faite sans résistance. Les institutions établies et les acteurs, habitués à une propriété centralisée, ont parfois hésité ou se sont opposés à l'évolution des normes. Pourtant, la visibilité et le succès croissant des créateurs revendiquant leur propriété, illustrés par Coel, ont rendu de plus en plus intenable le maintien de modèles obsolètes. L'industrie s'est retrouvée à la croisée des chemins, contrainte de négocier de nouveaux rapports de force reconnaissant la centralité de l'action des créateurs. Le rôle de catalyseur de Coel a été amplifié par un contexte culturel plus large, marqué par une prise de conscience accrue des enjeux de justice sociale, de représentation et d'équité. Son refus de céder le contrôle a trouvé un écho auprès des mouvements exigeant un changement systémique dans tous les secteurs, inscrivant la propriété créative dans une lutte plus large pour l'autonomisation et la reconnaissance. Cet alignement a renforcé l'impact de sa position, la présentant comme un acte à la fois artistique et politique. Les débats suscités par l'exemple de Coel ont dépassé le cadre de l'industrie, influençant le discours universitaire, la critique médiatique et la compréhension publique de la paternité et de la propriété. Chercheurs et commentateurs ont exploré les implications de son refus pour les concepts de propriété intellectuelle, de production culturelle et de politique identitaire. Son parcours est devenu une étude de cas à l'intersection de la créativité, du pouvoir et de la résistance. Il est important de noter que l'influence de Coel a encouragé les créateurs émergents à considérer la propriété non pas comme un idéal abstrait, mais comme un objectif atteignable et nécessaire. Ce changement de mentalité a donné naissance à une nouvelle génération de conteurs capables de naviguer dans les complexités du secteur avec conscience et assurance. L'impact culturel de sa position s'est ainsi prolongé, façonnant les pratiques et les attentes de ceux qui se lançaient dans ce domaine. Par son engagement indéfectible en faveur de la propriété, Michaela Coel a contribué à redéfinir les limites du possible pour les créateurs de télévision. Sa remise en question des structures de pouvoir enracinées a catalysé un mouvement vers plus d'équité et de respect, transformant ainsi l'approche de l'industrie en matière de propriété intellectuelle et d'agence créative. Cette évolution a marqué un réalignement fondamental, positionnant les créateurs comme partenaires et propriétaires plutôt que comme simples contributeurs. Dans ce paysage en évolution, l'héritage de Coel ne résidait pas seulement dans les récits qu'elle racontait, mais aussi dans les changements structurels qu'elle inspirait. Son refus de renoncer à ses droits est devenu un cri de ralliement pour l'autonomisation, encourageant chacun à reprendre le contrôle et à remodeler les systèmes qui régissent la narration. Ce récit de transformation a souligné le potentiel des actes de courage individuels à susciter des changements culturels et institutionnels plus vastes. L'obstination de Michaela Coel à conserver la propriété de son œuvre a culminé avec la création de Asterisk I May Destroy You Asterisk, une série télévisée révolutionnaire qui portait non seulement l'empreinte indéniable de sa vision, mais témoignait également de la puissance du contrôle créatif. Cette série, saluée par la critique,
s'est révélée être une illustration éclatante de ce qu'il était possible de réaliser lorsqu'une créatrice pouvait mener son histoire du début à la fin sans compromis, préservant l'honnêteté brute et la narration innovante qui caractérisait sa voix. Le parcours qui a mené à la création de Tasterisk, I May Destroy You Asterisk, était étroitement lié à l'engagement de Koell envers la propriété. Après avoir mené à bien des négociations ardues et résisté aux pressions de l'industrie, elle a obtenu les droits nécessaires pour conserver la maîtrise artistique de son récit. Cette autonomie lui a permis de créer une série défiant les conventions et explorant des thèmes complexes avec nuance et authenticité. La liberté de façonner chaque aspect, du scénario au casting en passant par le montage, a permis à l'histoire de rester fidèle à ses origines, sans filtre ni influence extérieure. Asterisk I May Destroy You Asterisk s'est distingué par son exploration franche du traumatisme, du consentement, de l'identité et des multiples facettes de la vie contemporaine. L'approche sans concession de la série a incité les téléspectateurs à aborder des sujets difficiles d'une manière rarement vue à la télévision grand public. La propriété de l'œuvre par Koell lui a permis de prendre des risques créatifs qui auraient pu être limités par les modèles de production traditionnels, permettant au récit d'explorer des vérités dérangeantes avec sensibilité et profondeur. Les techniques narratives innovantes de la série, mêlant humour, drame et structure narrative expérimentale, reflétaient directement la vision artistique de Koell. Sa maîtrise du processus créatif lui a permis de repousser les limites en utilisant une narration non linéaire, des perspectives changeantes et des moments de surréalisme qui ont enrichi la texture émotionnelle de la série. Cette approche a fait de Tasterisk I May Destroy You Asterisk une œuvre pionnière, qui a trouvé un écho profond auprès du public et de la critique. La propriété a également permis à Koell de réunir une équipe diversifiée de collaborateurs partageant son engagement en faveur de l'authenticité et de l'inclusion. Des scénaristes et réalisateurs aux acteurs et à l'équipe de production, la série a reflété un effort collectif fondé sur des valeurs et une confiance partagée. Cet environnement collaboratif, favorisé par le leadership et le contrôle de Koell, a renforcé la capacité de la série à représenter avec authenticité un large éventail d'expériences, notamment celle des communautés marginalisées. Le succès critique et l'impact culturel de Tasterisk, I May Destroy You Asterisk ont souligné l'importance de l'exigence de Koell quant à la propriété de ses œuvres. La série a reçu de nombreuses récompenses, dont des prix prestigieux, et a été largement reconnue pour son audace et son originalité. Ces distinctions ont non seulement validé la valeur artistique de l'œuvre, mais aussi l'importance du contrôle exercé par le créateur pour permettre de telles réalisations. La capacité de Koell à conserver ses droits a été déterminante pour la réalisation d'un projet qui aurait autrement pu être dilué ou modifié pour s'adapter à des formules commerciales plus sûres. Au-delà des distinctions, Asterisk I May Destroy You Asterisk a suscité des discussions essentielles sur le consentement, les traumatismes et les complexités de l'identité, contribuant ainsi à un débat social plus large. L'authenticité et le courage de la série, abordant ces sujets, étaient indissociables du fait que Koell était propriétaire de l'émission, ce qui lui a permis de raconter l'histoire sans concession qui aurait pu en atténuer l'impact. La série a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, qui ont vu leur réalité reflétée avec honnêteté et respect, favorisant empathie et prise de conscience. La préservation de la propriété a également permis à Koell de piloter des stratégies de distribution et de marketing conformes à sa vision. Elle a influencé le positionnement, la promotion et la diffusion de la série auprès du public, garantissant ainsi la cohérence de son message et de sa représentation. Ce niveau de contrôle est souvent difficile à atteindre pour les créateurs dans les cadres traditionnels, où les décisions marketing peuvent être dissociées de l'intention artistique. L'expérience de Koell avec Asterisk, I May Destroy You Asterisk a mis en lumière l'importance plus large de la propriété pour préserver l'intégrité du récit. Elle a démontré que lorsque les créateurs détiennent les droits sur leur œuvre, ils peuvent innover et remettre en question les normes afin d'enrichir le paysage culturel. La série est devenue un modèle pour d'autres créateurs aspirant à garder le contrôle de leur récit, démontrant que la propriété n'est pas seulement une question juridique, mais un élément essentiel de la liberté artistique. La série a également mis en lumière les avantages économiques et professionnels de la propriété. En contrôlant les droits, Koell s'est positionné pour bénéficier plus directement du succès de son œuvre, notamment des droits résiduels, des licences et des adaptations futures. Cette autonomie financière complétait l'autonomie créative qu'elle s'était battue pour obtenir, illustrant ainsi la valeur multiforme de la propriété pour les créateurs. De plus, le succès de Asterisk, I May Destroy You Asterisk a remis en question les préjugés de l'industrie, selon lesquels la propriété des créateurs et la viabilité commerciale étaient incompatibles. Le succès critique et populaire de la série a démontré qu'un contenu authentique et innovant pouvait allier excellence artistique et engagement du public. Le parcours de Koell a démontré qu'investir dans le contrôle des créateurs pouvait donner naissance à des récits innovants et percutants, susceptibles de toucher un large public. L'impact de Asterisk, I May Destroy You Asterisk s'est étendu aux pratiques de l'industrie,
suscitant des discussions sur la manière de soutenir et de protéger les droits des créateurs. La capacité de Koell à produire une série aussi singulière et influente a alimenté le plaidoyer en faveur de contrats et de modèles de production plus équitables. Son exemple a contribué à une prise de conscience croissante du fait que donner du pouvoir aux créateurs mène à des paysages médiatiques plus riches et plus diversifiés. À travers Asterisk, I May Destroy You Asterisk, l'importance de la propriété est devenue tangible et immédiate. La série incarnait les possibilités créatives offertes lorsqu'une créatrice prend les rênes de son récit, façonnant chaque élément pour refléter sa vérité. Le parcours de Koell, de sa résistance aux exigences à la réalisation de cette œuvre phare, illustre le lien profond entre droit et expression artistique. Suite au succès de la série, le rôle de Koell, à la fois créatrice et propriétaire, l'a positionnée comme une pionnière, redéfinissant le métier d'auteur télévisuel. Son expérience a remis en question les paradigmes de l'industrie, prônant un modèle où vision créative et propriété sont indissociables. Cette redéfinition a élargi le champ des possibles pour les futurs créateurs désireux de raconter des histoires sans compromis. L'héritage de Asterisk, I May Destroy You Asterisk, est donc indissociable du combat de Koell pour la propriété. La série témoigne du pouvoir transformateur du contrôle des créateurs, illustrant comment la conservation des droits peut préserver l'authenticité, favoriser l'innovation et amplifier les voix marginalisées. Le triomphe de Koell dans la production de cette œuvre souligne que la propriété n'est pas seulement un droit légal, mais aussi un catalyseur de changement culturel. Le parcours de Michaela Koell avec Asterisk, I May Destroy You Asterisk a mis en lumière le rôle crucial de la propriété dans la narration télévisuelle. Il a démontré que lorsque les créateurs maîtrisent leur récit, ils peuvent créer des histoires d'une profondeur et d'une résonance profonde, interpellant le public et repoussant les limites du média. Son expérience est devenue un modèle pour ceux qui aspirent à reprendre le contrôle de leur créativité dans une industrie longtemps réfractaire à un contrôle créatif équitable. Malgré le succès fulgurant de Asterisk, I May Destroy You Asterisk et la lutte acharnée de Michaela Koell pour conserver la propriété créative, la quête d'un contrôle équitable au sein de l'industrie télévisuelle restait semée d'embûches. Le paysage, tout en montrant des signes de transformation, restait marqué par des obstacles structurels et des résistances culturelles qui compliquaient la tâche des créateurs en quête d'autonomie sur leur travail. L'une des difficultés persistantes résidait dans l'inertie de pratiques industrielles profondément ancrées. Les modèles de production et les cadres contractuels traditionnels avaient été établis au fil des décennies, conçus pour centraliser le contrôle et atténuer les risques financiers pour les chaînes et les studios. Adapter ces cadres pour intégrer la propriété des créateurs nécessitait non seulement des ajustements juridiques, mais aussi un changement culturel fondamental, qui a mis du temps à imprégner les différents niveaux de décision et de négociation. L'expérience de Koell a mis en lumière la tension entre intérêts commerciaux et autonomie créative. Si son insistance sur la propriété lui a permis de produire une série à la fois authentique et saluée par la critique, de nombreux acteurs du secteur sont restés réticents à adopter de tels modèles à grande échelle. Les préoccupations relatives à la viabilité financière, à la gestion de la propriété intellectuelle et aux précédents ont compliqué les efforts visant à généraliser les contrats favorables aux créateurs. Cette approche prudente a souvent laissé les créateurs pris entre leur désir de contrôle et les réalités économiques du secteur. De plus, la répartition inégale du pouvoir au sein de l'industrie continuait de poser des obstacles. Les dirigeants et les sociétés de production établies, habitués à contrôler la propriété intellectuelle, étaient parfois réticents à céder leur autorité. Cette résistance se manifestait par des négociations qui restaient empreintes de pression, d'ambiguïté et, parfois, d'une opposition catégorique à l'idée que les créateurs détiennent des participations importantes. L'héritage de contrôle et d'exclusion persistait, affectant particulièrement les créateurs marginalisés, dépourvus des moyens ou des ressources nécessaires pour faire valoir pleinement leurs droits. La complexité des négociations sur la propriété était encore amplifiée par les disparités d'accès à l'expertise juridique et à la connaissance du secteur. De nombreux créateurs, notamment ceux en début de carrière ou issus de milieux sous-représentés, ont dû s'adapter à des contrats complexes et à la gestion des droits. L'asymétrie d'information et de pouvoir de négociation a souvent désavantagé ces créateurs, transformant la quête de propriété en une bataille juridique, mais aussi en une question d'éducation et d'autonomisation. Malgré ces obstacles, le parcours de Koell a contribué à un élan croissant en faveur du changement. Son exemple a suscité des discussions sur la nécessité de négociations transparentes et équitables et de développement de réseaux de soutien pour doter les créateurs des outils nécessaires à la défense de leurs droits. Les organisations industrielles, les groupes de défense et les collectifs ont commencé à se concentrer davantage sur les questions de propriété, favorisant le dialogue et la mise en place de ressources visant à uniformiser les règles du jeu. La tension entre impératifs commerciaux et contrôle créatif a également mis en évidence la nécessité de modèles de production et de financement innovants. Le succès de Koell a démontré que lorsque les créateurs conservaient la propriété de leurs œuvres, ils pouvaient produire des contenus captivants et innovants,
qui trouvait un écho auprès du public et des critiques. Cela remettait en question l'hypothèse selon laquelle l'autonomie créative compromettait la rentabilité, suggérant au contraire que donner du pouvoir aux créateurs pouvait constituer un avantage stratégique dans un environnement médiatique concurrentiel. Cependant, l'adoption généralisée de ces modèles est restée inégale. De nombreux créateurs ont continué de subir des pressions pour se conformer aux structures contractuelles traditionnelles, notamment lorsqu'il manquait de poids ou de soutien dans l'industrie pour négocier autrement. Cette réalité a mis en évidence les inégalités systémiques au sein de la production télévisuelle, où l'accès à la propriété était souvent corrélé à des privilèges, des relations et de l'expérience. Le parcours de Coel reflète également l'impact émotionnel et psychologique de la revendication de la propriété. Les négociations persistantes, la résistance et l'isolement peuvent représenter un lourd fardeau, exigeant résilience et engagement sans faille. Pour de nombreux créateurs, la lutte pour le contrôle n'était pas seulement un défi professionnel, mais aussi un combat profondément personnel pour protéger l'intégrité de leurs histoires et de leur identité. L'impact plus large de la position de Coel sur l'industrie a été mitigé. Si son succès a ouvert des portes et suscité d'importants dialogues, il a également mis en lumière les lacunes et les limites des systèmes actuels. Le changement était en cours, mais incomplet, nécessitant un plaidoyer soutenu et une réforme structurelle pour créer un paysage créatif véritablement équitable. Cette tension persistante s'est étendue au débat public sur la propriété et la représentation. Le public exigeait de plus en plus des histoires authentiques et de la transparence quant à ceux qui contrôlaient les récits. L'exemple de Coel a contribué à rehausser ces attentes, encourageant les spectateurs à s'interroger non seulement sur les histoires racontées, mais aussi sur les détenteurs des droits et de l'autorité qui les sous-tendent. La lenteur du changement a également mis en évidence l'intersectionnalité des défis rencontrés par les créateurs. Les questions d'origine ethnique, de genre et de statut socio-économique ont influencé l'accès à la propriété et à l'action, aggravant les obstacles pour les voix marginalisées. L'expérience de Coel a mis en lumière ces inégalités multiples, soulignant la nécessité de solutions systémiques tenant compte à la fois des droits légaux et de l'inclusion culturelle. Face à ces complexités, des discussions ont émergé autour de nouveaux cadres d'autonomisation des créateurs. Parmi les propositions figuraient des contrats standardisés protégeant les droits, un soutien juridique élargi aux créateurs et des engagements de l'ensemble du secteur en faveur d'une propriété équitable. Ces initiatives visaient à institutionnaliser les acquis de pionniers comme Coel, transformant les victoires individuelles en progrès collectifs. Les défis constants de Coel ont également révélé l'importance de la communauté et de la solidarité entre créateurs. Les réseaux de soutien, le mentorat et le partage des connaissances sont devenus des ressources essentielles pour gérer les conflits de propriété. Ces efforts collectifs ont renforcé l'idée qu'un changement systémique exigeait autant une action collective qu'une détermination individuelle. L'évolution progressive du secteur vers la reconnaissance de la valeur de la propriété des créateurs s'est accompagnée d'une réévaluation des critères de réussite et de pérennité. L'exemple de Coel illustre comment donner plus de pouvoir aux créateurs pouvait conduire à des contenus plus riches et plus innovants et favoriser un engagement plus profond du public. Ce paradigme remettait en question les indicateurs traditionnels axés uniquement sur le rendement financier, plaidant en faveur d'une compréhension plus globale de la valeur. Malgré les obstacles, la persévérance et les réalisations de Coel ont servi de modèle pour une progression continue. Son parcours a mis en lumière la lutte permanente pour l'appropriation, jalonnée d'échecs et de victoires. Il a souligné la nécessité de la vigilance, de la défense des droits et de l'éducation pour que l'autonomie créative devienne la norme plutôt que l'exception. L'expérience de Michaela Coel a mis en lumière la complexité de l'équilibre entre liberté artistique et réalité du secteur. Son histoire a mis en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les créateurs pour affirmer leurs droits de propriété face aux pressions commerciales et aux inégalités systémiques. Elle a également mis en lumière le potentiel transformateur d'un engagement indéfectible en faveur des droits créatifs, inspirant une nouvelle génération à s'investir avec courage et lucidité. Dans ce paysage en constante évolution, la quête de propriété demeure un enjeu crucial pour les créateurs de télévision. Le parcours de Coel a démontré que, malgré des progrès, la voie vers une véritable équité exigeait des efforts continus et des changements structurels. Son exemple a continué d'inspirer le dialogue et l'action, façonnant l'avenir de l'autonomie créative dans une industrie en pleine transformation. Le refus de Michaela Coel de céder les droits de sa propre histoire a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie télévisuelle, façonnant un héritage qui transcende ses réalisations individuelles et se répercute sur le paysage plus large de la propriété et de la représentation créative. Son parcours a redéfini la notion de créatrice dans un système historiquement réfractaire au contrôle équitable, faisant d'elle une figure transformatrice qui a changé la télévision à jamais. Au cœur de l'héritage de Coel se trouve l'affirmation selon laquelle la propriété n'est pas un simple détail contractuel, mais un élément fondamental de l'intégrité artistique et de l'action culturelle.
En insistant sur la conservation des droits sur son œuvre, elle a remis en question les normes omniprésentes qui avaient longtemps relégué les créateurs, en particulier les femmes de couleur, aux marges de la prise de décision. Sa position a mis en lumière l'indissociabilité de la voix et du contrôle, soulignant qu'une narration authentique exige que les créateurs détiennent les clés de leur récit. L'influence de Coel dépasse les limites de sa propre carrière et trouve un écho auprès d'une génération de créateurs inspirés par son exemple, qui réclament un traitement plus juste et une plus grande liberté d'action. Son refus est devenu un cri de ralliement, encourageant d'autres à remettre en question les pratiques de l'industrie qui, souvent, marchandisent les voix marginalisées tout en leur refusant toute propriété. Ce changement a contribué à l'essor d'un mouvement en faveur d'un changement systémique, où l'autonomie créative est reconnue comme essentielle à la promotion de la diversité et de l'innovation. L'évolution de la réponse de l'industrie télévisuelle à la position de Coel reflète une prise de conscience plus large des inégalités historiques. Son parcours a catalysé les discussions sur le pouvoir, la représentation et l'économie de la narration, incitant les acteurs à reconsidérer leurs idées reçues sur le contrôle et la collaboration. Les chaînes, les sociétés de production et les plateformes ont commencé à explorer des modèles qui respectent les droits des créateurs, signe d'une transformation progressive mais significative des pratiques de l'industrie. L'héritage de Coel transparaît également dans les récits culturels entourant la création télévisuelle. La couverture médiatique et le discours critique ont mis en avant les questions de propriété et d'agence, les reconnaissant comme essentielles à la compréhension des dynamiques de représentation et d'authenticité. Son histoire est devenue emblématique des défis et des possibilités inhérents à la reconquête du pouvoir créatif, enrichissant la sensibilisation du public et l'appréciation des complexités qui se cachent derrière l'écran. Il est important de noter que l'expérience de Coel a élargi la définition du succès pour les créateurs de télévision. Son refus de compromettre la propriété a démontré que l'excellence artistique et la viabilité commerciale ne sont pas incompatibles, mais peuvent coexister lorsque les créateurs sont responsabilisés. Cette redéfinition remet en question les indicateurs traditionnels et encourage une évaluation plus globale de la réussite créative, valorisant l'intégrité et l'impact au même titre que l'audience et les revenus. Son influence s'est également étendue au milieu éducatif et de défense des droits, où son parcours est étudié et célébré comme un modèle de résilience et de sens stratégique. Ateliers, panels et programmes de mentorat intègrent désormais des discussions sur la propriété et les droits, dotant les créateurs émergents des connaissances et de la confiance nécessaires pour aborder les complexités du secteur. L'histoire de Coel est à la fois une source d'inspiration et un modèle, favorisant une culture d'autonomisation et de négociation éclairée. Au-delà des implications pratiques, le refus de Coel revêt une profonde signification symbolique. Il témoigne du pouvoir de l'action individuelle pour remettre en question et remodeler des systèmes bien établis. Son courage, face à des obstacles redoutables, incarne un récit de résistance et de revendication qui résonne dans tous les domaines créatifs, inspirant d'autres à imaginer et à mettre en œuvre des changements dans leur sphère. Les répercussions de la position de Coel ont également contribué à un changement culturel plus large, valorisant la diversité des voix et des histoires dans leur plénitude. En gardant le contrôle de son récit, elle a permis à son œuvre d'affronter des vérités difficiles et d'explorer des identités complexes sans dilution. Cette exigence d'authenticité a enrichi le paysage télévisuel, élargissant la gamme des histoires racontées et renforçant leur impact sociétal. Le parcours de Coel a mis en lumière l'interdépendance de la propriété, de la représentation et de l'équité. Son refus de céder ses droits a remis en question non seulement les normes contractuelles, mais aussi les hiérarchies culturelles qui ont historiquement marginalisé certains créateurs. Ce faisant, elle a contribué à ouvrir la voie à une industrie plus inclusive, où le pouvoir est mieux réparti et où la diversité des points de vue est au cœur des préoccupations. Le caractère transformateur de l'héritage de Coel se reflète dans les dialogues permanents que ses choix ont suscités parmi les créateurs, les dirigeants et le public. Ces échanges continuent d'influencer les politiques, les pratiques et les perceptions au sein de l'industrie, favorisant un environnement plus propice à l'autonomisation des créateurs et à une collaboration équitable. Son histoire demeure une référence pour ceux qui militent en faveur d'une réforme systémique. L'influence de Michaela Coel se manifeste également auprès de la nouvelle génération de créateurs télévisuels, qui considèrent la propriété comme un élément essentiel de leur identité artistique et de leur stratégie professionnelle. Son exemple a encouragé les talents émergents à revendiquer leurs droits et à façonner leur carrière selon leurs propres critères, contribuant ainsi à un changement culturel privilégiant l'autonomie et le respect. En redéfinissant la relation entre les créateurs et l'industrie, Coel a remis en question les structures qui ont longtemps limité la narration. Son refus de transiger sur la propriété a élargi les possibilités de narration et de conditions. Cette réinvention du pouvoir créatif a des implications importantes pour l'avenir de la télévision et des médias en général. En définitive, le refus de Michaela Coel de céder ses droits marque un profond changement dans le discours de la création télévisuelle,
d'un discours de marginalisation et de contrôle à un discours d'autonomisation et de propriété. Son héritage témoigne du potentiel transformateur de la résistance face à la pression systémique, illustrant comment le courage d'une créatrice peut catalyser un changement durable. Son parcours est un modèle pour ceux qui cherchent à se réapproprier leur récit et à remodeler l'industrie pour qu'elle soit plus juste, plus inclusive et plus représentative de la diversité des expériences. Grâce à son engagement indéfectible envers la propriété, Coel a non seulement transformé le cours de sa propre carrière, mais a également redéfini les possibilités offertes à tous les créateurs en quête d'autonomie et d'authenticité. Dans cette évolution constante, Micaela Coel s'impose comme une figure pionnière dont l'influence continuera d'inspirer et d'influencer l'industrie télévisuelle pour les générations à venir. Son histoire nous rappelle avec force que la lutte pour la propriété créative est essentielle à la quête plus large d'équité et de justice dans la narration, faisant d'elle une véritable actrice du changement qui a transformé la télévision à jamais.